Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration. Admirare. J'invite les gens que j'admire, des images qui m'ont permis, qui me permettent encore de m'éveiller. Que cachent ces images? Qu'est-ce que ces images disent de nous? Je me change en miroir pour, je l'espère, mieux le dévoiler. On est bien là, il y a un petit courant d'air. Alors, bonjour Élise, merci d'être là. Alors, je vais vous présenter rapidement, ensuite je vous laisserai la parole si vous voulez dire quelque chose que j'ai oublié ou compléter. Donc, on s'est connus en kinésithérapie, vous m'avez traité pendant assez longtemps. Je crois à l'époque vous étiez kiné et ostéopathe. Totalement. Et aujourd'hui vous êtes uniquement ostéopathe. Oui. Parce que là j'ai bon. Donc on s'est vu pendant longtemps, on a eu le temps d'échanger, on a eu le temps de parler de beaucoup de choses. Et donc, De croiser plein de patients. de croiser plein de patients, c'est vrai. On a des connaissances communes, beaucoup de connaissances communes. Et alors, donc c'est parti. Pourquoi je vous admire? Alors, pour une fois, je vais pas parler uniquement mon nom, mais je vais parler aussi au nom de tous les autres patients, parce que j'imagine que beaucoup auraient été curieux, auraient eu envie de vous entendre, et donc je vais en avoir le privilège aujourd'hui, peut-être de vous dire des choses aussi. Alors, ce qu'on a adoré ou ce qu'on admire, il y a la rigueur dans le soin. C'est pas parfois qu'on va voir des soignants, on sent bien que bon, ils passent à un autre patient et puis si nous on se prend pas en main, si on se bat pas, il n'y a pas de rigueur de leur côté. La bonne distance avec le patient, ça c'est un sujet en soi, on y reviendra après. Et alors, un truc que personnellement j'ai vraiment noté, que je trouve très très juste à la fois humainement et dans le soin, c'est que finalement si le patient refuse de se soigner, s'il ne se prend pas lui en main, bah vous le refusez aussi et vous le virez. Bah oui. Je trouve ça hyper juste. Donc ça aussi on va y revenir. Après, alors du coup j'ai un petit peu sondé effectivement nos connaissances. Il y a la connaissance empirique et théorique de la souffrance, les liens avec le mental, avec le mode de vie, et pas seulement donc avec le physique et les conséquences sur le corps. Et puis les séances qui dépassent souvent la kinésithérapie ou l'ostéopathie, qui peuvent aller sur le mode de vie, sur la psyché, on a juste là en off, on parlait de généalogie ou d'ADN, des choses comme ça qui peuvent influer le corps et influer ce qui se passe. Et un autre point que personnellement j'admire beaucoup, c'est que ce soit dans le soin ou dans la vie, on ne trouve pas beaucoup de gens qui ont une parole vraie. Et donc c'est vrai qu'on peut se prendre un truc dans la tête en venant au cabinet, mais à mon avis c'est une marque de confiance. Vous nous traitez comme des adultes qui sont capables de se prendre en main et pas comme des enfants qui viennent se faire masser. Donc comme des gens capables d'être acteurs de leur vie, ce qui est à mon avis extrêmement flatteur pour un accompagnant en fait. Et donc voilà, ça c'est à mon avis une grosse qualité. Vous avez un truc à ajouter ou est-ce que vous êtes d'accord avec tout? Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. La rigueur, c'est de base. C'est-à-dire, de père militaire, la rigueur est déjà inscrite dans mon patrimoine. Et je trouve que c'est important d'être rigoureux quand on est dans le soin, pour que le patient comprenne où ce qu'il a, ce qu'il attend, dans quelle démarche, en tout cas instant T, avancée, et pas qu'il se sente, enfin, qu'il y ait une sensation de prise en charge. Et nous, on est là pour à la fois les rassurer et les cadrer. Et ça demande d'être rigoureux soi-même pour que le patient sente cette présence. Ouais, donc vous voulez dire en fait le patient sans le cadre, du coup ce que vous lui offrez principalement c'est le cadre dans lequel il va pouvoir s'épanouir Et avancer. et avancer. Parce que si c'est trop large, l'information ne va pas passer. En fait, l'information peut être perdue. Et on a toujours besoin d'un côté, un peu comme dans des recettes, quelque chose de structuré pour après ouvrir. Sinon, si on ouvre tout de suite, on est perdu. On peut vite partir dans autre chose et oublier pourquoi on est là. Quel est le sujet? Quelle est la demande? Même si ça peut atteindre plusieurs niveaux. Oui, c'est un peu le sujet qu'on évoquait aussi peut-être tout à l'heure en off, c'est-à-dire pour prendre sa vie en main, pardon, il faut commencer par gérer un premier sujet, puis après élargir soit aux conséquences ou aux causes. Donc ça devient beaucoup plus large, mais il faut commencer par se centrer sur un premier sujet. Ouais. Ok, alors je fais un petit rappel. Il y a un schéma qui est assez classique chez les soignants, donc ça ne concerne pas que vous, mais je voulais l'introduire en rappel. On le retrouve chez les médecins, on le retrouve chez les infirmières. C'est d'ailleurs très bien montré dans Thérapie, la série d'Arte, dans la saison 2, c'est-à-dire le phénomène du sauveur. Tous les soignants, et même de manière plus large, les accompagnants professionnels, que ce soit les psys, les avocats, les coachs,
souvent ont vécu des choses qui sont difficiles et donc recherchent pour se guérir à accompagner les autres. Schéma extrêmement classique. On soigne les fêlures des autres pour se réparer de ses propres fêlures. Or, un des gros sujets quand même, c'est le temps qu'on met à trouver la bonne distance de l'énergie qu'on donne aux autres et de l'énergie qu'on garde pour soi. C'est aussi à mon avis un critère qu'on doit choisir un soignant ou un accompagnant. C'est un des premiers critères à mon avis, c'est est-ce que la personne, elle s'est déjà soignée, est-ce qu'elle est bien dans ses bottes et est-ce qu'elle est prête à vous donner 50-50, c'est-à-dire vous donner tout ce qu'elle peut professionnellement, mais en même temps le cadre dont vous parliez, mais en même temps toujours avec la bonne distance du soignant. Et donc ma première question c'est ça, c'est, je connais un peu la réponse, mais combien de temps il vous a fallu pour faire votre chemin personnel et réussir à trouver la bonne distance avec le patient? Parce que maintenant, voilà, on s'est pratiqué tous les deux, je sais que vous l'avez. Ça fait 15 ans que je travaille, je pense qu'il m'aura fallu 10 ans. 10 ans facilement, et changer de cabinet. Dans un premier temps, vous exploitez vos compétences et en même temps, vous êtes là pour chercher vos propres réponses à travers le patient. Donc c'est le patient qui vous nourrit émotionnellement. Les formations dans la santé sont très pointues, en France particulièrement, et il y a beaucoup d'informations. Mais cette place, on ne vous apprend pas à la voir. Vous la découvrez. Vous la découvrez le jour où vous êtes face à quelqu'un. Et ça peut être violent. Et à côté de ça, c'est très positif. Si on n'avait pas ces soignants qui ont ce syndrome du sauveur et en même temps ce besoin de se soigner, on n'aurait pas des soignants qui bossent plus de 50 heures par semaine ou 100 heures par semaine, comme l'a dit récemment le professeur Perromort. On aurait des soignants qui bosseraient 35 heures par semaine. Donc, c'est un peu quelque chose qui est dans la recherche du soignant, qui va être un avantage pour le soigné. Et à un moment, effectivement, le soignant trouve sa place, où il est réparé en partie et il peut avoir la bonne distance. Et de toute façon, ça change, la patientèle change automatiquement parce qu'on ne draine plus la même chose au fond de soi. Et on n'est plus raccord. Et je pense que même c'est à ce moment-là qu'on devient très bon soignant. Avant ça, on est très bon accompagnant. On pourrait faire de l'humanitaire, mais devenir bon soignant, c'est quand on atteint ce moment. 10 ans, c'est long. Ça veut dire faire des heures, ça veut dire ne pas attendre. C'est faire son chemin de vie et un jour ça vient. On peut avoir des soignants qui ne le font jamais et qui arrivent à 50 ou 60 ans qui sont toujours dans ce syndrome du soignant. Oui, parce que du coup, ce que vous pointez, j'ai l'impression, c'est une forme de maturité émotionnelle. C'est les Complètement. Ouais. Mais on n'est pas accompagné en tant que soignant dans cette démarche. On est accompagné pour nos compétences. On ne sait pas ce qui nous arrive quand on arrive qu'on soit à l'hôpital ou qu'on soit salarié. On ne sait pas ce qui va arriver réellement dans le soin. Et on n'est pas préparé à ça. Donc cette maturité ne peut arriver que très lentement face à un malade, face à des cas que l'on peut voir. Et donc c'est là où vous apprenez sur vous-même, sur votre gestion. Vous vous réparez aussi. Et en même temps, vous avez d'autres réponses qui sont plus médicales ou spirituelles. Mais ça, c'est long. Ouais, c'est deux sujets qu'on va évoquer plus tard. Alors merci pour me faire cette passe décisive. Donc si je comprends bien, le corps de l'autre et le corps du patient, c'est la matière qui a le plus fonctionné pour vous, c'est la bonne matière pour vous connaître et pour avancer. Mais le soutien que vous avez reçu, il est uniquement technique, c'est-à-dire sur la pratique technique, mais pas du tout sur l'accompagnement psychologique et la maturité qu'il faut enclencher pour effectivement devenir un soignant et pas seulement un accompagnant. Totalement. Ce qui me fait du coup une transition parfaite. Une question que je me posais à chaque fois que je vous vois. Dès que j'arrive, vous savez ce qui va pas. En un coup d'œil, vous remarquez les déséquilibres du corps. Est-ce qu'il y a une déformation? Est-ce que vous imaginez la vie des gens? Toujours. Ce qui se passe du coup en dehors du cabinet? Toujours. Et qui entraîne du coup les causes, les symptômes. Ouais. Comment ça se passe ça dans votre tête? Je pense que quand on est dans des métiers où on observe, parce que particulièrement entre la kiné et l'ostéo, on observe beaucoup, on a cette déformation dehors, dans la rue, à la plage, on voit les gens et au début on s'amuse, on se dit j'ai tel profil, j'ai telle personne, j'ai telle maladie, puis on se rend compte que c'est même plus poussé que ça, on pourrait profiler, comme dans plein de métiers, on peut profiler. Après, de là à voir ce qui va et ce qui va pas, ça c'est des années. Pardon Élise, je vous coupe, mais c'est hyper intéressant ce que vous dites sur le fait de profiler. Je crois que dans tous les métiers d'accompagnant, dans tous les métiers où il y a de l'humain, il y a effectivement très rapidement ce profilage de schéma de vie qui fait une arborescence à l'intérieur de notre tête et qui fait que quand on voit arriver une personne, on se dit ok,
il y a tel indicateur, comme un psy, c'est-à-dire il y a tel indicateur, tel indicateur, tel indicateur, et donc ça peut être ci, ça peut être ça, ça peut être ça, et donc très vite on cherche à identifier quelle est la cause ou quelle est la cause majeure, parce qu'après la complexité de la causalité fait que... Non, c'est même plus complexe. Ça nous permet de savoir où se positionner quand on a le patient et comment communiquer avec le patient. Déjà, pour savoir comment, pour qu'il soit bien, pour qu'il soit pris en charge, ça nous permet de savoir quelle attitude on va adopter. Je ne vais pas adopter la même attitude avec tous les patients, même si je leur souris tous, parce que je veux les emmener tous à des endroits différents. Et en profilant comme ça, j'ouvre une personne, qu'elle soit physique ou verbale, et je peux avoir mes informations. Après, il y a l'autre partie du profilage qui est que j'identifie très vite. Et ça, c'est plus des années d'expérience, à avoir vu des gens, à avoir vu des maladies, à avoir touché des patients, et surtout, comme j'étais très fainéante, à jamais prendre de notes. Du coup, on retient. Voilà. Et ça aide aussi beaucoup parce qu'on fait appel à une mémoire qui n'est pas ces notes, qui est autre chose, qui est... je sais pas, mais qui n'est pas j'ai lu ça dans un bouquin, qui est autre chose. Ouais, qui est un mélange d'expérience, d'intuition, j'imagine. Oui, il y a un ressenti. En fait, au-delà de l'intuition, c'est du ressenti. En fait, on capte l'autre. Et est-ce qu'il y a une sorte du coup d'idée de récit ou de fonctionnement ou de schéma qui fonctionnerait, ou de schéma qui pourrait refonctionner après avoir été réparé, qui fait que par expérience justement, comme vous avez vu ces schémas se répéter, vous avez une idée de là où vous pouvez, c'est ça qui fait que vous pouvez voir là où vous pouvez emmener les gens, et aussi tout ce qui cloche en un clin d'œil, j'imagine. Vous voyez le schéma, vous voyez ce qui marche pas dans le schéma, et donc en un clin d'œil... Alors, en étant réparé, on arrête de pousser le patient. Ça, c'est la première des choses. Donc, ça évite de se fatiguer. C'est important si on veut bien l'accompagner. Ça évite d'être son coach. Il y a des coachs, c'est très bien, on n'est pas là pour être coach. Donc, ça évite de perdre de l'énergie. En étant réparé, on évite d'avoir un effet miroir, où le patient pourrait avoir un transfert. En étant réparé, on évite de prendre la souffrance de l'autre et de se brûler à petit feu et de se nourrir de mauvaises choses. Ça, c'est le côté réparé qui apporte ça. Mais les connaissances, vous les avez avant, et puis après, c'est au fur et à mesure. Donc, en étant réparé, en fait, je vais plus vite par rapport à moi-même, pas par rapport au patient. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites aussi sur la bonne distance avec les autres, de ne pas prendre sa souffrance. Ça, c'est un sujet qui concerne tous les soignants, tous les accompagnants, mais qui concerne aussi chacun de nous dans notre vie personnelle, dans nos rapports avec les autres. Donc ça, c'est un des sujets que je voulais évoquer avec vous. Vous, il a fallu 10 ans pour trouver la bonne distance, mais pour chacun de nous, on doit trouver cette distance où on peut être en soutien, on peut être en support, on peut apporter des outils, des éléments, mais en revanche, on ne doit jamais porter la souffrance de l'autre. Ça, vous confirmez ? Non, mais on ne doit jamais prendre la souffrance de l'autre. Après, je pense qu'il y a des métiers qui sont propices à prendre la souffrance de l'autre. Quand vous faites de l'humanitaire, que vous allez en Afrique ou dans certains pays, il y a ce truc qui vous rappelle à longueur de temps à aider, et on est amené à être dans la souffrance de l'autre. Après, quand vous faites un métier en libéral, en ville, dans des pays civilisés, vous pouvez vous permettre de ne pas prendre cette souffrance. C'est quand même beaucoup moins violent de voir un cancer, c'est moche, mais à Paris avec des hôpitaux qui fonctionnent, que de voir quelqu'un qui meurt de faim dans un pays où il n'y aura ni accès à l'eau, ni accès à des médicaments. Donc dès qu'on fait de l'humanitaire, on se retrouve avec ce côté Mère Teresa, alors que dès qu'on est dans un milieu protégé qui est la ville, vous avez les structures qui vous permettent de vous décharger de ça. Et c'est ce qui nous aide à ne pas prendre aussi la souffrance de l'autre. On est, même si on ne le voit pas, finalement le fait d'avoir plein de petits secteurs différents, que ce soit le psychologue, le psychanalyste, même le médicament, l'antidépresseur, le kiné, c'est ce qui permet de partager les souffrances, qu'elles soient... De la partager ouais. entre les différents acteurs. Voilà. Et ça nous évite à un moment de les prendre. Si le thérapeute se veut dans je dirais presque la toute-puissance, il va forcément prendre l'autre dans sa part entière et il va forcément trop absorber. Et c'est pas parce qu'on n'est plus à être dans ce syndrome du soignant et du sauveur, enfin du sauveur, pas du soignant, que l'on est sans empathie. Parce que souvent, j'ai l'impression que les gens ont l'impression que parce que il n'y a plus d'hyper-empathie, le soignant n'a plus sa place, n'a plus son rôle. Et c'est une erreur. C'est pas parce qu'on n'est pas hyper empathique et hyper à pleurer avec le patient qu'on n'est pas là et qu'on n'est pas présent et qu'on n'est pas dans son bon rôle, au contraire. Ouais, c'est ce qu'on entend souvent à propos des médecins, ouais. sur effectivement la distance des médecins, la froideur des médecins, etc. etc.
Et c'est un vrai sujet c'est intéressant que vous ayez évoqué l'humanitaire, c'est un vrai sujet de la distance avec les autres. Effectivement, on ne doit pas se voir comme un humanitaire qui va sauver l'autre. Mais effectivement, en revanche, on peut apporter, c'est intéressant ce que vous dites sur le morcellement, on peut apporter une pierre, on peut apporter un élément qui contribue à aider l'autre, mais jamais prendre toute sa souffrance. Ouais. Oui. Il y a quelque chose que je vois encore là en ce moment en sortie Covid. Et j'entends des gens qui ont des maladies et j'entends à l'hôpital ils étaient froids, l'oncologue il était dur, j'ai pas été bien traité, l'infirmière a été dure. Et je me dis souvent, est-ce que ces patients se mettent à la place du soignant qui voit toute la journée des malades, et si ces patients, si ce soignant prenait tout, mais en fait dans l'heure il meurt d'hyper-empathie, il fait un arrêt cardiaque, ou il fait un cancer, ou il fait quelque chose qui est difficile. Et Peut-être que c'est un sujet de communication, c'est-à-dire à la fois le soignant, effectivement ce que vous dites c'est totalement juste, il faut qu'il prenne la bonne distance pour lui se protéger déjà de toute la violence de son quotidien. Pour autant, c'est vrai que parfois la froideur elle peut être ressentie par la façon technique qui peut être communiquée aux patients, alors qu'on pourrait dire à peu près la même chose avec un poil plus d'empathie, et des médecins qui arrivent à peu près à le faire, quoi. Mais encore une fois, ils sont pas formés à ça. L'aspect humain intervient très peu dans le processus qui est très scientifique de formation des médecins. Oui, non, mais les médecins sont en plus avec ce côté de diagnostic. Ils sont là pour faire des diagnostics. Nous, en kiné, en ostéo ou les infirmières, elles sont là pour répondre de manière pratique, donc dans l'accompagnement régulier. C'est ce qui fait aussi une différence. C'est ce qui va rendre le côté plus froid du médecin. Oui, il n'y a pas de quotidien dans l'approche du médecin. Ouais. Ok, alors j'ai une petite question aussi qui me faisait marrer. Je sais pas, est-ce que vous regardez les gens dans la rue? Est-ce que vous voyez? Parce que depuis que je vous vois, même moi je regarde. C'est-à-dire je regarde les déséquilibres. Un truc que j'ai remarqué par exemple, je fais une très très mauvaise pub, c'est les New Balance. Je sais pas si vous avez remarqué, les New Balance, la gomme très vite de la chaussure s'affaisse du côté où le corps pèse le plus. Donc quand vous regarderez, vous verrez dans la rue, les gens qui portent des New Balance, c'est hyper nocif parce qu'on voit que vraiment leur corps est pas équilibré. Et donc est-ce que vous regardez aussi les déséquilibres des gens dans la rue? Est-ce que ça va jusque là? Oui, ça va jusque là. Et je me souviens, quand j'ai connu mon mari, on s'était posé du côté des écoles militaires. Et je commençais à regarder les gens. C'est quelque chose que je faisais en ostéo avec mes amis. Et on imaginait leur vie et en même temps on regardait leur déséquilibre. Donc on regardait une personne passer, on imaginait sa vie pour répondre à votre première question. Et on regardait le corps et on voyait tous les éléments. Donc sur les New Balance, non, je n'ai pas regardé, je n'ai pas fait attention. Mais à chaque fois que je vois une personne marcher ou courir ou prendre un sac, je vois tous les équilibres et tous les déséquilibres, toutes les chaînes d'adaptation. Et je me dis, ah mon Dieu, une future arthrose. Ah mon Dieu, là il va y avoir un claquage. mais c'est comme ça fait partie de la vie et on peut pas prévenir tout le monde. Donc, mais c'est assez marrant pour nous, c'est un peu un jeu. Ouais, alors du coup ce qui est rigolo dans ce jeu, c'est qu'il y a à la fois une projection ou plutôt une introspection du passé, c'est-à-dire quelles sont les causes, qu'est-ce qui doit se passer dans sa vie, etc. Et en même temps il y a une projection du futur. Exactement. Des conséquences. Ouais, c'est exactement ce qui se passe dans le cabinet. Ouais. Ok, alors j'aimerais bien qu'on aborde un autre sujet. C'est plutôt les étapes du soin. C'est-à-dire que, en y réfléchissant, en préparant, je me suis dit, d'une certaine manière, le soin, il y a une réelle analogie avec les autres souffrances. C'est-à-dire pas seulement la souffrance physique et la souffrance que vous pouvez soigner au cabinet. Et donc, en réfléchissant, je me suis dit, mon sentiment, c'est que les étapes, elles sont conscience de la douleur, donc d'abord douleur physique, puis acceptation déjà de cette douleur physique et de la souffrance qui va avec, c'est-à-dire quelque chose fonctionne pas et donc oui. Je souffre, j'accepte déjà que je souffre, je conscientise ça. Attendez, dans souffrance, il y a douleur qui est physique et souffrance qui peut être émotionnelle. Ouais, si on fait une mini aparté, c'est exactement ce qui se passe en psychologie, c'est-à-dire on peut souffrir, on peut avoir la douleur et ne pas en souffrir mentalement de cette douleur. Et puis il y a des gens qui souffrent de la douleur et puis qui en plus souffrent mentalement de souffrir physiquement. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Et alors donc une fois qu'il y a ça, une fois que c'est accepté, j'ai l'impression qu'on travaille sur les symptômes. Ouais. Et une fois qu'on a commencé à travailler sur les symptômes, quand on fait un travail sur la maturité émotionnelle qu'on évoquait déjà, là on peut commencer à travailler sur les causes, enfin à identifier les causes et après travailler sur les causes. Ouais. Est-ce que c'est le schéma que vous avez en tête ou c'est pas ça? Si, parce que de toute façon la première demande des patients c'est de plus avoir mal.
Et ça a été pour moi très déstabilisant. Quand j'étais kiné, je ne m'attendais pas à ce qu'on me demande, on traite la douleur. Je me suis dit, merde, on n'est pas formé à ça. Le traitement de la douleur, c'est en plus, c'est soulager. Vous êtes formé à réparer un mécanisme mécanique qui ne fonctionne pas. On nous apprend la biomécanique, on nous apprend le corps, on nous apprend plein de choses, que ce soit en kiné, en ostéo. On ne nous apprend pas à faire de l'antalgique. L'antalgique, c'est en plus. C'est pour ça qu'il y a des médicaments, c'est pour ça qu'il y a des cataplasmes. Mais ce n'est pas la base de notre métier. Donc oui, on se rend compte que en fait, ce que les gens veulent, c'est ne plus avoir mal. Donc ma première réponse, c'est oui, je vais traiter la douleur. Et après, on fait toutes les étapes. Mais quelque chose que j'ai appris avec les années, c'est que je demande à la personne qu'est-ce qu'elle attend de moi. Ça va plus vite. Parce que parfois, je donnais beaucoup trop aux patients. Et c'est moi qui ai été déstabilisée. Donc la personne qui veut juste s'arrêter au traitement de la douleur, on s'arrête au traitement de la douleur. Oui, parce que du coup, si je reprends ce que vous dites et que je le schématise pour les gens qui vont écouter, si vous êtes sur je vais l'amener à travailler sur les causes et que lui veut juste ne plus avoir mal, vous voulez pousser le curseur jusqu'au bout, alors que lui, en fait, il n'en est pas là. Ouais. Dans son développement, dans son attente. Exactement. Donc j'ai dû, tout le monde doit apprendre à s'adapter à ça dans le soin. Mais effectivement, sinon ça suit plus ou moins cette trame, parce que l'idée c'est quand même d'être dans le préventif, c'est que l'idée que les gens se prennent en charge tout seuls. Alors on répond à la demande du manque de soignants alors qu'on est très nombreux, mais surtout dans le préventif et dans la prise en charge autonome. Quand vous savez vous prendre en charge, quand vous savez que c'est une douleur inflammatoire, quand vous savez que c'est juste un tiraillement, vous n'avez plus besoin de consulter, vous consulterez, mais plus dans l'urgence, plus en étant paniqué, plus en ayant peur qu'il y ait une catastrophe, que la dent va se tomber ou autre. Donc effectivement, on répond à la demande et après on va beaucoup plus loin pour que le patient puisse d'une manière autonome fonctionner dans la vie et avancer dans sa vie avec des douleurs, des gènes, sans être dans la souffrance et sans être dans le mal absolu. Mais ça, on est d'accord, c'est quand même un patient qui est déjà très avancé dans l'acceptation, dans la gestion de ses problématiques personnelles, c'est etc., vrai. etc. Mais en fait, le patient, on se rend compte, je sais tout de suite quel patient je vais revoir et lequel que je ne reverrai pas, que ce soit en kiné ou en ostéo. Donc je sais d'avance, quand je le vois, qui je vais pouvoir ramener plus loin et qui va rester à ce stade-là. Vous ne pouvez pas forcer à quelqu'un à s'ouvrir, je l'ai fait, on l'a tous essayé, on s'est cassé les dents. Donc ça, c'est la maturité que prend la personne dans la vie. J'ai eu un patient il n'y a pas longtemps qui m'a dit, quand je vous ai consulté la première fois, vous m'avez donné plein d'informations et à chaque fois que je revenais, j'étais toujours à vous redemander et vous m'avez dit, un jour vous comprendrez. Oui, parce que je n'arrivais plus à expliquer malgré tous les mots. Et il m'a dit, ça y est, j'ai compris, j'ai ressenti. En fait, j'étais prêt à sentir. Donc, toute la réponse qu'il voulait, il aura fallu presque 1 an et demi pour que lui comprenne ce qu'il fallait et pas juste que je lui donne des réponses. Il les entendait, mais en tout cas, il ne pouvait pas y mettre une information réelle. C'était des mots, mais ça ne lui parlait pas. Et je pouvais lui donner tous les mots, tous les exemples, toutes les techniques, tous les exercices. Ça ne lui parlait pas. Il m'a fallu ce temps-là. J'ai dit, ce temps, aujourd'hui, moi, en tant que thérapeute, je peux l'accepter. Quand j'ai commencé, je voulais tellement aider les gens que je ne comprenais pas qu'ils ne comprennent pas. Ce temps, c'est peut-être la relativité un des meilleurs exemples de la relativité du temps. C'est-à-dire on n'est pas toujours au même temps que les autres. Et ça, c'est un des sujets d'acceptation. On doit accepter que chacun va à son rythme. Oui, la relativité avec le temps, l'acceptation, ça prend du temps. Et par chance, les gens commencent à modifier ce modèle d'instantanéité. J'ai travaillé dans les quartiers d'affaires à Boulogne et j'ai été effarée de les voir arriver avec des ordinateurs, de les voir arriver avec leur BlackBerry, parce qu'à l'époque c'était le BlackBerry, de jamais s'arrêter. Et moi je devais répondre à leurs demandes, mais il n'y avait pas de temps, mais il n'y avait déjà même pas de temps pour le soin. J'ai quitté ces quartiers, je ne supportais plus ça. Et aujourd'hui, en fait, partout on assiste à ce changement où les gens acceptent le temps, veulent du temps, mais pas juste du temps pour chiller et boire un apéro. Ce temps pour construire, ce temps pour accepter, ce temps pour laisser construire. Et là, on revient vraiment à ce que disaient les anciens avec de la sagesse, il faut laisser du temps au temps. Et puis du temps pour aussi leur vie intime, oui. Pour leur corps. Peut-être que le confinement a changé quelque chose aussi sur ce sujet. On a passé beaucoup de temps avec soi, avec nos proches, à la maison. Et le rapport au travail, c'est peut-être un peu inversé aussi. Oui, ils sont moins esclaves du travail. En tout cas, ils ne veulent plus l'être. Et du coup, ils s'accordent plus de temps. Et en s'accordant du temps, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont mieux. Et en même temps, ils se rendent compte que c'est lent. Et quand ils acceptent que c'est lent, il y a cette notion progressive que ça ne changera pas du jour au lendemain. Là où la médecine actuelle avait donné une instantanéité. On répondait instantanément. Amazon donne l'instantanéité. Sauf que ce soit en psychanalyse, en psychologie, en kiné, en ostéo, c'est pas ça. On remet sur des rails et les gens nourrissent à l'intérieur
et physiquement, et ça se construit, comme on construit une maison. Et ça, les gens sont plus prêts à l'accepter, et à l'époque, les gens ne l'acceptaient pas. J'ai quitté Boulogne il y a 9 ans. Alors, un des sujets aussi qui est intéressant, c'est sur les étapes du soin. C'est, moi, j'ai l'impression que quand quelqu'un vient dans votre cabinet, c'est parce que déjà, il a accepté, qu'en tout cas, il voulait au moins se débarrasser de la douleur. C'est déjà une première étape, c'est-à-dire le fait de venir et d'accepter. Il y a plein de gens, quand ils ont mal, ils prennent des antidouleurs et ils ne consultent jamais. Là, le fait de venir et donc d'accepter déjà la douleur, c'est déjà, j'imagine, la mini première étape. Mais après, à votre avis, où est-ce que ça bloque en général ? Est-ce que c'est on soigne la douleur, mais par contre prendre conscience que la douleur elle est liée à autre chose, elle est liée à un mode de vie, elle est liée à... C'est là que ça bloque, ou c'est ensuite le fait de travailler sur les causes ? Ça, c'est un autre grand blocage. Alors, je vais reprendre dès le départ. Les gens, quand ils viennent en ostéo, oui, ils ont déjà fait un travail. Les gens, quand ils viennent en kiné, non. Pendant des années, la kiné, c'était ce qui permettait aux médecins de décharger quand ils ne pouvaient plus... les gens ne consultaient pas tant que ça chez les psys, les gens ne prenaient pas le temps tant que ça. Par contre, ils allaient chez le kiné. Et le kiné gérait tout. Mais j'avais pas l'impression que les gens se prenaient en charge. Alors, je dis pas, quand vous avez une fracture, une entorse, les gens se prennent en charge. Mais souvent, les gens venaient, ils avaient une séance de kiné, vous leur demandiez ce qu'ils avaient, ils ont dit j'ai mal, ils répondent j'ai mal. Et souvent, ils refusaient les exercices, ils voulaient être massés, ils voulaient être pris en charge. Pour moi, ça, c'est un signe qu'on n'a pas accepté d'être soigné. On veut juste être pris en charge, on veut être choyé, on veut être coucouné. Les gens qui venaient et qui voulaient vraiment, souvent, c'est parce qu'ils avaient des blessures, quelque chose de très concret. Et ils se donnent les moyens. Ouais, ils acceptaient seulement d'être réparés, mais pas de prendre en main leur vie. Exactement. Ça, c'est une vraie évolution sociale quand même. C'est une vraie évolution. Et quand j'ai arrêté la kiné, il y avait aussi ce problème-là. Je me suis rendu compte qu'en ostéo, les gens prennent beaucoup plus leur vie en main. Et pour moi, en tant que soignant, ça me décharge d'un poids énorme. Parce que vous êtes sur le long terme. L'ostéo, on ne vous voit pas toutes les semaines en ostéo. Exactement. Non, je peux voir des gens toutes les semaines s'ils me le demandent. Mais c'est toujours pareil, où on place le deal. Une personne qui a eu, je vais vous prendre un exemple, une fracture traumatisante et qui me dit je veux vous voir toutes les semaines pendant 3 mois parce que ça va accompagner mes soins de kiné en rééducation, parce que ça permet de travailler ça, ça et ça. Moi, je dis oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, une personne qui vient toutes les semaines parce qu'elle n'a pas envie d'aller faire de la gym, ça m'embête un peu plus. Oui, c'est pas le sujet. Voilà. Non mais, vous voyez, je peux voir des gens toutes les semaines, je peux voir des gens tous les mois, ça dépend du métier, ça dépend de ce qu'ils attendent. S'ils sont sur un moment de vie où ils sont hyper stressés, on est là pour les accompagner, on est là pour remettre le corps sur des rails, apaiser le système nerveux. Mais on n'est pas là pour juste, comme ça, pour passer le temps. Pour porter. Ouais. Alors, il y a un sujet, à mon avis, qui est intéressant aussi, qui est peu évoqué, j'ai l'impression, dans les podcasts, c'est à l'heure actuelle, alors qu'on a des burn-out partout autour de nous, c'est un peu le mot à la mode parce que c'est pas une dépression et que du coup on met pas un gros mot sur un moment traumatique. Est-ce que du coup vous êtes très attentive aux signaux corporels qui, à votre avis, sont des alertes de mal-être beaucoup plus profond, de mal-être psychique, qui peuvent amener du coup à des événements comme un burn-out, et si oui, lesquels, à quoi on doit être attentif? Alors, c'est compliqué parce que je pense que moi aussi j'en ai fait des burn-out, mais on ne s'écoutait pas à l'époque. Puis encore moins en tant que soignant, justement, avec ce syndrome du sauveur. Et aujourd'hui, c'est un mot à la mode parce qu'aujourd'hui, les gens expriment le mal-être, ce qu'on ne s'autorisait pas. Vous avez des hommes ou des femmes qui sont en larmes, qui explosent, qui n'arrivent plus à réfléchir, qui n'arrivent plus à bouger, qui comprennent pas, qui n'ont rien demandé, qui comprennent pas ce qui leur arrive. Il y a des signes physiques. Les plus fréquents, ça sera des signes qui vont se rapprocher de l'angoisse, avec des oppressions thoraciques où on sait que la personne est déjà très avancée, des palpitations, des épuisements incompréhensibles, des non-envies. Donc là, la perte de désir. Mais bizarrement, dans ces burn-out, vous avez ce refus de lâcher, cette peur d'être jugé, cette peur de perdre son travail, cette peur de passer pour un fainéant. Et c'est là où vous trouvez les vrais burn-out, c'est ces gens qui sont entre deux. Parce que les gens qui mettent le mot vont très vite être suivis. Ils vont se prendre en main parce qu'ils n'ont pas honte de ce qui se passe, ou ils n'ont pas peur de ce qui se passe, ils n'ont pas peur des conséquences. Ou alors ils sont très bien entourés. Puis il y a tous ceux qui sont mal entourés, qui ont peur du jugement ou qui se voulaient invincibles.
eux, il faut petit à petit leur faire prendre conscience que le corps va lâcher et ça sera plus des angoisses et ça sera plus des vertiges, ça sera plus de la perte du désir. C'est qu'à un moment, on va arriver à une vraie maladie qui va être une sclérose en plaques, qui va être un cancer, qui va être des trucs très lourds qui prendront 3 ans, 4 ans, parfois ils y passeront. Et ça, il faut leur ramener tout doucement. Ouais, donc ce que vous dites, c'est que si je comprends bien, c'est que c'est pas la dépression, le burn-out. La dépression, c'est autre chose, c'est une maladie, ça dure des années, généralement on n'en guérit pas, on vit avec. Là, d'une certaine manière, il y a un refus d'accepter sa souffrance qui fait qu'on vit un épisode de burn-out, qui a des symptômes de dépression, mais qui n'est pas tout à fait une dépression. Alors, c'est marrant, on va en parler aussi tout à l'heure, ce que vous disiez sur le fait que le burn-out, le stress, tous les traumas sont aussi des causes, ou en tout cas des syndromes révélateurs de maladies. Donc ça, on en parle de plus en plus. En fait, c'était ma transition. C'est magnifique. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent, j'ai écouté un podcast l'autre jour là-dessus, qui évoquait exactement ça, c'est-à-dire des gens qui ont des traumatismes graves pendant l'enfance ou pendant l'adolescence, etc. Et puis qui, à l'âge 30 ans, 35 ans, se retrouvent avec des maladies et finalement se rendent compte que peut-être c'est ces traumas qui ont libéré ces maladies. On a déjà eu cette conversation, je pense, une bonne centaine de fois sur qu'est-ce qui est de l'œuf ou de la poule, le premier. Récemment, j'ai lu un bouquin sur la résilience et à l'état actuel de connaissance, ce qui semble être juste, parce que j'ai pas envie de dire vrai, c'est qu'il y a un traumatisme dans l'enfance. Et alors c'est intéressant parce que l'exemple qui est pris dans le livre, enfin il y a plusieurs exemples, mais un exemple qui est pris sur une fratrie, il y a un événement traumatique chez un type, parce qu'ils sont vraiment plus 6 ou 7 enfants, mais il y a 3 cas. Un premier cas où le traumatisme n'imprime pas dans la psyché, c'est-à-dire qu'il y a un traumatisme vécu mais qui ne se transforme pas en traumatisme psychologique. Il y a un deuxième cas où le traumatisme se transforme en traumatisme psychologique, mais il y a une réaction de résilience de la part de l'enfant. Puis il y a un troisième cas qui est peut-être le plus grave, c'est il y a un traumatisme qui imprime dans la psyché, et là en revanche, il n'y a pas de répondant, et la personne ne trouve pas les ressources. Et c'est là où il y a le mystère, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ont les gens qui sont résilients et qu'est-ce qui manque à ceux qui ne le sont pas. Donc je vais évacuer tout de suite la question de savoir s'il y a des gens qui sont résilients et d'autres non. A priori, effectivement, il y a des gens qui ne le sont pas. Mais alors du coup, ma question c'était, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ceux qui ne le sont pas? Parce qu'on a déjà évoqué ça un petit peu, mais l'une des premières étapes pour guérir, c'est d'accepter, c'est de prendre en main sa maladie ou sa souffrance ou sa douleur, même juste physique. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui n'ont pas de résilience? Pas de résilience. Tout le monde a de la résilience. C'est qu'ils ont mal été guidés, mal orientés, mal accompagnés, pas entendus. Moi, j'ai été, personnellement, la résilience, elle est arrivée hyper tard dans mes problèmes dans l'enfance, qui ont imprimé des maladies, qui n'ont pas été soignés, suivis comme il faudrait. Et effectivement, ça s'est déclaré quand j'ai commencé à travailler, en libéral en plus. Et c'est là où mon chemin s'est mis en place. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont plus alertés par ça, parce qu'il y a des podcasts, parce qu'il y a des écrits, parce que les gens communiquent, parce qu'il n'y a plus de tabous. Je pense que tout le monde a de la résilience. Par contre, la vitesse de résiliation n'est pas la même. Et je sais pas, il faut vivre. Je peux juste dire qu'il faut vivre et que la vie abîme, mais la vie répare. Et que j'ai mon premier collègue qui disait cette phrase, je la transforme un peu, mais la queue de Mickey, elle passe devant tout le monde, il suffit de l'attraper au passage. Sous-entendu, tout le monde a la chance. À un moment, il faut juste saisir les opportunités. Et une personne qui a eu des souffrances, qui se sont imprimées, ne les voit pas, ces opportunités. Et puis un jour, elle décide. Elle décide qu'elle va peut-être les voir, qu'elle va arrêter. Parce que ces personnes qui n'arrivent pas à résilier ou qui n'ont pas été bien accompagnées, ils sont dans un cycle merdique. Il leur arrive que des emmerdes. Et c'est successif, sans fin. Et du coup, ils sont abattus. J'ai mon ancienne colocataire qui était comme ça. Puis un jour, ça a changé. Mais je crois que ça a changé parce qu'elle s'est retrouvée seule.
Donc souvent, il y a un événement qui fait qu'on va trouver la ressource. Euh, alors qu'on peut tout donner à ces gens, ils auront l'impression qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour remonter. Je ne sais pas comment dire. Là, on revient au sujet qu'on a déjà évoqué et que je voulais évoquer après, c'est la maturité émotionnelle. Oui, mais l'un cette des sujets. Oui. Pardon, l'un des sujets de la maturité émotionnelle, c'est de comprendre qu'on n'est pas le centre du monde et donc que notre souffrance n'est pas le centre du monde non plus et que l'aide, elle doit passer par les autres, mais pas seulement, elle doit passer par nous. Eh ben, c'est pour ça que je pense qu'à un moment, quand on est seul, parce que les gens, quand vous avez eu ces étapes de vie qui sont compliquées, vous allez trouver des amis, des conjoints, même des gens dans l'espace professionnel qui vont vous accompagner, sauf qu'ils vont en avoir marre de la fatigue que vous véhiculez, de la tristesse que vous véhiculez, de la lourdeur que vous véhiculez, et les gens se détachent. Mais aussi parce que, alors du coup j'en profite, je saute sur l'occasion, mais parce que c'est pas leur rôle, et peut-être on peut le dire aussi ici. Mais alors c'est le rôle de qui ? C'est notre rôle à nous. Exactement. Voilà, c'est ça, de nous prendre en main. Et vous le voyez, il n'y a pas de mystère là-dessus. Moi, j'ai eu un épisode dépressif assez long. Je suis assez surpris et admiratif de mes amis qui sont restés pendant ce temps-là, parce que moi, je me vois pas, je me souviens pas, mais ça devait être difficile. Mais quand vous allez mal, tout va mal, tout est noir, etc., etc. Et le switch qui s'opère à l'intérieur de vous quand vous vous prenez en main, etc., fait que elle vient de là, la solution. Et après, les autres, ils peuvent vous apporter ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un médecin peut vous apporter une partie de la solution, un kiné une partie de la solution, un psy une partie de la solution, etc., etc. Mais vous êtes la clé ? on est chacun la clé. Et puis aussi, il faut démystifier, à mon avis, deux choses. C'est que personne va vous sauver. Personne va vous apporter toutes les clés, toutes les solutions. Exactement. Et de la même manière, j'ai oublié mon idée. Oui, et donc en fait, c'est ça qui fait que les autres ne peuvent pas vous porter. Et quand vous attendez que l'autre vous sauve et que vous voulez faire porter votre souffrance par les autres, Totalement. c'est ça qui les éloigne. Et c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire effectivement les amis, même des amis proches, au bout d'un moment, ils peuvent pas parce que c'est pas leur rôle et puis parce qu'ils sont pas outillés aussi. Il faudrait être extrêmement outillé. C'est pas sympa en plus. C'est pas sympa, franchement, vibrer avec quelqu'un qui est toujours mal, toujours triste, toujours fatigué, qui arrive jamais à rien, alors qu'il a le potentiel. C'est épuisant, le lourdeur énergétique, quand on sait qu'en fait, on peut faire des milliards de choses quand tout va bien, parce qu'on a décidé que tout allait bien. Le corps, il a une capacité extraordinaire. Le corps, j'entends physique et émotionnel, c'est une source inépuisable. Vous le nourrissez comme ça. Et je pense qu'en fait, en se retrouvant un peu seul, où les gens se détachent, même s'ils sont présents et ils vous lâcheront jamais, vous n'avez pas le choix que de vous confronter, de vous regarder dans le miroir, de voir que c'est vous, votre ennemi. Au bout d'un moment, si le problème, voilà. c'est plus les autres, ça peut être que soi. Ouais. Voilà. T'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. Simple. Et c'est ça. Donc en fait, il n'y a pas de... C'est pour ça que je dis c'est la vie qui fait avancer, c'est la vie qui va réparer. Et tout le monde est résilient. C'est juste quand est-ce qu'il décide d'être résilient ? Quand est-ce qu'il accepte ? J'ai eu un accident il y a 15 ans, je m'installe en libéral, je viens d'avoir mon diplôme. Accident de vélo, je tombe sur les dents et là, mes dents sont toujours là. Et je me dis à ce moment-là, fait chier, encore une emmerde dans ma vie, j'avais pas besoin de ça, juste en m'installant 3 jours après dans mon nouveau cabinet. Et en fait, moi je me dis putain, t'es chiante Élise, t'es chiante toujours à te plaindre. Tu vas arrêter de te plaindre, t'aurais pu te prendre toutes les bagnoles, t'aurais pu être tétraplégique, tu es debout et j'ai encore mes dents. Donc c'est plutôt pas mal. Et je crois que ce jour-là, pour moi, ça a été le début de ma résilience. C'est-à-dire arrêter de me plaindre de ce qui m'arrivait. Mais il m'aura fallu quand même un accident. Un accident sur route assez conséquent où finalement j'ai été préservée. Ouais, ça c'est clé ce que vous dites. C'est le moment où vous arrêtez de vous plaindre. Peut-être que c'est là le moment qui déclenche la résilience. C'est le moment où on arrête de se plaindre, où on comprend que dans tous les cas, ce qui est, il faut l'accepter, vivre avec, en faire quelque chose, et puis être dans l'action plutôt que dans le... parce que peut-être la maturité émotionnelle, là aussi, c'est-à-dire qu'il y a tout un pan de notre vie qu'on passe à essayer d'atteindre une forme d'idéal ou de comment on voudrait que la vie soit. Or, la vie, elle sera jamais comme on veut qu'elle. Et oui, c'est pas un rêve. Comme on la rêve, ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas un rêve, on la vit. Et alors, du coup, je reviens au point de départ qui était le soin, comment on gère les traumas, comment on soigne les traumas. Je vois 2 limites. Alors, du coup, effectivement, une première limite qu'on vient d'évoquer, qui est la limite de la maturité émotionnelle. Et puis, la seconde, c'est est-ce qu'il y a un sujet
d'éducation. Enfin, est-ce que c'est les deux limites? C'est-à-dire l'éducation et la maturité émotionnelle. La maturité, on pourrait dire même psychologique. Et je prolonge ma question. Et est-ce qu'un autre sujet, est-ce que ça pose pas question aujourd'hui? Finalement, la psychanalyse est très décriée, même la psychologie est très peu accompagnée. On voit qu'aujourd'hui, les gens qui sont résilients arrivent à se soigner, arrivent à trouver des solutions. Qu'on parle de douleurs physiques, qu'on parle de maladies, ou qu'on parle de choses de la vie, de chemin de vie, est-ce qu'on ne devrait pas axer aujourd'hui finalement l'investissement sur la maturité émotionnelle, sur l'accompagnement psychologique? Je crois qu'on s'oriente selon ce que l'on est. Quelqu'un qui est cérébral va être sur du cérébral. Quelqu'un qui va avoir des mots physiques plus forts que le cérébral va aller chercher du physique. La vie, c'est l'équilibre de cet état à la fois cérébral et de cet état physique dans la vie. En fait, ça doit circuler entre la tête et les pieds pour avancer. La mentalisation excessive va créer un blocage. Être que dans le corps, si vous ne le prenez pas en main plus que ça, n'apporte rien non plus. Je pense qu'aujourd'hui, les enfants qui arrivent sur le marché, de par les expériences des gens, de la vie, des familles, vont un peu plus accompagner le fait que la vie, c'est comme ça, qu'il y aura des moments où on va aller chez le psychologue ou chez le psychanalyste, puis il y a des moments où on va aller faire du tennis ou on va aller à la plage, qu'il y a des moments où ça va être normal d'avoir des coups difficiles, de les accepter, et des moments où on va être hyper haut, hyper bien, hyper créateur, novateur, performant. Je pense qu'aujourd'hui, on va recréer cet équilibre là où on a voulu créer des sportifs de haut niveau, des gens intellectuellement hyper performants tout le temps, ce qui n'est pas la vie. En fait, on a créé une société où c'est pas compatible avec la vie, la notion de vie telle qu'elle doit l'être. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de rééquilibrer ça, et donc les gens vont être plus accompagnés à ça. Donc, alors, est-ce que vous pouvez expliquer ça, parce que ça, j'ai pas compris. En quoi on a déséquilibré? Est-ce que vous voulez dire qu'on a poussé quelque chose d'extrêmement mental? Oui, on a poussé trop dans le mental. On a poussé la société dans le mental. Sous prétexte de savoir, on est rentré trop dans le mental. Et on a oublié le reste. Ou alors on a été dans la performance, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Et la vie, c'est pas ça. Donc on remet de l'équilibre. On remet de l'équilibre. On remet du corps. Et on remet du sens à la vie. Oui, parce que le corps, c'est le vecteur des sensations. Oui. Et donc du ressenti. Et donc des émotions. De la perception, de 5 sens. Et l'intellectuel, c'est de la mentalisation, mais qui vous permet aussi d'anticiper, de projeter, d'avancer, d'avoir des projets. Et c'est l'ensemble des deux qui vous donne une harmonie. Et puis le corps, c'est aussi la base peut-être pour arbitrer ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin. C'est-à-dire que quand on voit des phénomènes d'accumulation de richesse qui sont effectivement des phénomènes qui s'expliquent mentalement ou d'un point de vue mathématique, etc., mais qui n'ont pas de sens d'un point de vue pratique. D'un point de vue pratique, être milliardaire, ça n'a aucun intérêt, par exemple. C'est pour ça que la physique et la physique quantique a posé beaucoup de problèmes. On s'est rendu compte qu'à un moment, on devait admettre que tout n'était pas aussi structuré, et qu'on admet qu'il y a des choses qui... C'est la physique quantique, ça a été admis, on va dire, récemment, parce que voilà, on ouvre le champ des possibles. Alors, je parle de notre société ici, occidentale, parce que je pense qu'il y a plein de pays qui fonctionnent pas comme ça, qui fonctionnent autrement et qui vivent beaucoup plus. On va partir plus loin avec le cosmos, avec la vie, avec la nature. On fait des allers et retours permanents entre la Terre et ce qu'on peut ressentir de la vie. On a le corps éthérique, c'est le corps concret, la matière. Vous avez le corps émotionnel, spirituel, le corps mental, et cette vibration à la société, au monde, qui vous ramène aussi à la vie. C'est tout ça, en fait, la vie, c'est tous ces plans. Il y a d'autres sociétés où on a le sentiment qu'une autre forme de modernité est possible, et pas seulement la modernité que nous on connaît, où on sépare la civilisation de la nature. C'est-à-dire qu'en ville, aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a pas de nature, pas de végétation, que c'est un problème majeur. C'est pas le cas dans tous les pays. On s'est déconnecté, on s'est complètement déconnecté. Notre société, c'est pour ça que je dis occidentale, parce qu'il y a d'autres endroits où ils sont encore, pas dire protégés, mais indirectement protégés. Et vibre beaucoup plus avec les végétaux, les animaux, la mer. Oui, c'est le cosmos. C'est ce qu'on a grossièrement, c'est ce qu'on va appeler au niveau spirituel le cosmos. Et on doit vibrer avec le cosmos. L'être humain, nous, on l'a travaillé de manière très égocentrée. L'homme est au centre de tout. C'était qui? C'était Galilée, je ne sais plus qui c'était.
Bref, et en fait, on vibre avec l'univers, la Terre, la nature, et on doit s'intégrer à elle et pas lui prendre à longueur de temps. Et puis même notre galaxie n'est pas au centre de l'univers. Ah oui, bien sûr. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ce qu'on vit, c'est ça, c'est d'avoir trop centré tout sur nous et pas avoir accepté que tous ces éléments extérieurs qui faisaient partie de la vie, qu'on a transformés, fassent partie intégrante de nos vies. Ouais, c'est un des grands sujets de philosophie, c'est-à-dire est-ce que l'homme cherche à dominer la nature ou est-ce qu'il cherche à vivre on l'a dominé. Là, Je pense que la révolution industrielle, la révolution du savoir, de la science, a eu quelque chose de très important dans l'avancée des sciences et de notre confort de vie. Mais à côté de ça, on est allé dans l'extrême. Et il y a ce problème. On domine le monde et la nature et on le détruit. On détruit de tous les côtés. Et c'est comme ça qu'on détruit notre santé. Hein. C'est tout cet ensemble. Hein. Et puis même au-delà de ça, parce qu'il y a un gros sujet évidemment d'écologie, etc. Mais le fait de complètement dominer la nature fait qu'au bout d'un moment, on commence à se demander si on vit vraiment. Puisque si on vit complètement coupé de la nature, ce qui se passe dans des cas extrêmes, je pense à Hong Kong où il y a des toutes petites habitations, où on est coupé de la lumière, on est coupé de la végétation, etc. Est-ce que c'est réellement vivre que de ne pas voir la lumière, de ne pas avoir d'espace Là, on répond à la réponse spirituelle que l'homme est libre, mais il ne vit pas. Émotionnellement, soit il est très fort et effectivement, il va se dire qu'il vit, mais physiquement, au quotidien, non, il ne vit pas, il est esclave. Il n'est pas heureux, il n'a pas ce dont il a besoin pour vivre, pour se nourrir intellectuellement. Il subit la toute-puissance, la volonté de l'être humain de performance, de croissance. On a créé une société d'hyper-croissance qui ne correspond pas à notre société. Hein. Et de puissance aussi. Parce que dans la domination, il y a la puissance. Or, dans la nature, il y a l'acceptation. Et justement, je reviens sur le trauma. Pour dépasser les traumas, il faut être déjà dans l'acceptation de ce qu'est la vie. Et le fait de vivre dans la nature, ça y est largement plus favorable. Oui, c'est pour ça que le soin est compliqué en fait. Le soin est compliqué parce qu'il comprend tout ce qu'on vient d'exploiter. C'est l'être humain de manière très large, très globale, la place de l'être humain dans le monde, l'acceptation qu'une maladie n'est pas en fait une gravité, ça fait partie de la vie. Qu'aujourd'hui, justement, la science nous a permis de traiter au moins le mal, parce que le mal physique, c'est difficile. La souffrance émotionnelle, elle se traite différemment, mais elle peut être accompagnée. Mais c'est pas juste le guérir. En fait, c'est pas ça. Normalement, chaque événement, qu'il soit physique ou autre, est fait pour nous faire comprendre quelque chose à la vie. Qu'est-ce qu'on apprend de la vie ? Et ça, je crois qu'on l'a perdu. Oui, d'ailleurs, il y a peut-être un switch qui est en train de se passer quand même dans la médecine moderne. C'est-à-dire que de plus en plus, la médecine de pointe travaille à rallonger un peu le temps de vie, mais surtout à rajouter le temps qualitatif de vie. C'est-à-dire, on sait qu'on va peut-être pouvoir à grande échelle vivre jusqu'à 120 ans, mais surtout, l'enjeu, c'est de vivre jusqu'à 120 ans avec des articulations qui fonctionnent, etc., etc. Donc la médecine est quand même, alors on parle de la médecine de pointe et au niveau de la recherche, etc., pas encore de la médecine qui est pratiquée, mais elle est en train de prendre quand même cette direction-là. Ça, c'est plutôt positif. Je vais vous choquer, hein, mais la médecine est une grande secte, hein, par sa toute puissance et cette volonté de faire perdurer la vie ad vitam aeternam. Or, la vie, c'est un cycle, c'est-à-dire que ça doit s'éteindre pour laisser la place aux autres, pour laisser la vie aux générations qui arrivent, pour laisser de la croissance. Je ne connais pas beaucoup de soignants qui veulent rester en vie jusqu'à 120 ans, bizarrement, quand ils voient les patients, quand ils voient les malades, quand ils voient... Je ne connais pas beaucoup, hein. Ils sont prêts à vivre 75, 77, 80. Après, quand arrivent toutes les maladies, ils disent non, c'est pas... Voilà, ça ne plaît pas. On revient au sujet qui est le trauma, c'est-à-dire est-ce que, tout à l'heure je vous demandais, enfin vous l'avez dit d'ailleurs avant que je le demande, mais le corps ça a été votre matière pour vous connaître, pour travailler, et alors comment vous en êtes venu là, c'est-à-dire est-ce que vos propres traumas et les traumas du corps font que vous avez une connaissance empirique du corps, des traumas, et donc intuitivement tout de suite vous avez su que c'est la matière que vous aviez envie de travailler, ou ça a été une chance de tomber là-dessus ? Alors, j'aurais préféré être en bonne santé, hein, parce qu'à partir de 13 ans, pas pouvoir marcher, c'est la merde. Mais, alors je sais pas, dans ma famille, on est tous partis dans la santé, donc je pense qu'il y a un truc familial là-dedans.
mes cousines, ma sœur, on est tous médecins, dentistes, infirmiers, kinés, on est tous partis dans la santé. Donc je pense qu'il y a quelque chose là qui est inhérent à nos familles. Alors moi c'était très simple, je voulais être dans la santé, pas faire trop d'études, toucher le patient et pas lui filer des médocs et être en libéral et pouvoir écouter de la musique. Alors j'étais très pragmatique, kiné ça marchait bien. Voilà, c'était pas mal hein. Et comme j'avais des problèmes physiques, effectivement, je connaissais pas ostéo à l'époque, on en parlait très peu, voire ça n'existait pas, c'était assez caché. Kiné répondait vraiment à mes besoins personnels et à la volonté de découvrir le corps. Je lis des bouquins d'anatomie Vous êtes facilement. obsédé d'anatomie. Non, je suis pas obsédée, j'adore ça. Mais Obsessionnel d'anatomie, alors j'ai le droit de dire ça? non, pas obsessionnelle. Je trouve ça fascinant. Ouais, fasciné, voilà. Vous Ça êtes me fasciné fascine. d'anatomie. J'ai plus du mal à m'évader dans un livre autre qu'un bouquin d'anatomie. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose pour moi qui est fascinant dans la manière dont le corps est fait, dont les articulations sont faites, quand on prend le détail, mais comment ça a pu se construire. C'est impressionnant, tous ces mouvements annexes, de glissement, de machin, de roulement, d'adaptation pour pouvoir juste lever le bras. Il y a un truc un peu mystique ou mystérieux du fonctionnement du corps de chacun et des dysfonctionnements du corps de chacun. Et est-ce que c'est là aussi où ce que vous avez vécu, ça vous sert de boussole d'une certaine manière parce qu'il y a une connaissance du coup, plus on a souffert d'une certaine manière, et ça marche pour tous les métiers, c'est-à-dire Complètement. Plus on a souffert et plus on a une connaissance empirique de la souffrance et de ce qui marche et de ce qui marche pas, et plus ensuite on peut utiliser cette boussole pour faire des choix thérapeutiques. C'est sûr que mes problèmes m'ont beaucoup aidé. C'est ce qui a fait que j'ai été perfectionniste dans mes connaissances. C'est ce qui a fait que mon ressenti était plus à l'écoute que quelqu'un qui me dit j'ai mal au bras, quel type de douleur, quoi, qu'est-ce, comment. Oui, mes problèmes ont permis d'avoir une connaissance empirique et une passion face à ça. Et est-ce qu'il y a un phénomène très psychologie de comptoir, mais est-ce qu'il y a un phénomène de je répare les autres pour me réparer, ou je répare chez les autres ce qui a d'abord été cassé chez moi? Ouais, clairement. Oui. C'est comme ça qu'on commence. Hein. Ah, donc c'est comme ça que vous avez commencé, mais c'est plus le cas aujourd'hui? Plus du tout. Ah, donc là vous êtes vraiment bien en fait. Hein? Là vous êtes vraiment bien en fait. Ouais, je suis bien. Ah ouais. Et en fait, ce qui a fait que j'ai été bien, vous savez, c'est quoi? C'est l'arrêt de la kiné. Mais pas parce que j'ai adoré mon métier de kiné. Hein. Je l'ai voulu, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma tête avec le Covid, avec les problèmes qu'on a dans la santé avec la sécurité sociale que les gens ne savent pas, qui a fait que je me suis détachée de mon statut de soignant absolu. Il s'est passé un truc assez fort et je me suis dit tant pis pour les malades. Et quand j'ai dit tant pis pour les malades, bizarrement j'ai été mieux. C'est très bizarre. Et bizarrement je me suis réparé quelque chose. Je ne sais pas quoi, comment, qu'est-ce. Du coup, ouais, ce que vous avez réparé, c'est que maintenant, à partir de ce moment-là, et à partir du moment où vous l'avez dit, vous avez commencé à vous réparer pour vous-même en fait. Quand j'ai arrêté la kiné, j'ai été mal pendant 6 mois. J'étais pas bien tous les matins, c'était pas financier, c'était... Mais pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé pour que mon métier numéro 1 patient devienne plus une passion? Qu'est-ce qui s'est passé dans la santé pour que ça aille aussi mal pour les soignants? Et passion, qu'est-ce qui fait que moi je suis... Passion en suis... latin, ça veut dire souffrance. Hein? Passion en latin, ça veut dire souffrance. Donc le fait que ce soit plus une passion, c'est peut-être, je reviens sur ma théorie, mais c'est peut-être le fait que justement vous avez soigné pour vous guérir, et qu'à partir du moment où vous avez été guéri, la passion elle s'est éteinte. Non, parce que je pensais continuer ce métier pendant des années. C'est le système de la santé qui a fait que j'ai dû arrêter et qui était difficile. Je rentrerai pas dans les détails de ce qui se passe dans la santé à l'heure actuelle pour les soignants. C'est pour ça qu'on n'a plus de gens qui s'installent en libéral ou ailleurs. Mais à un moment, vous pesez ce que votre métier peut vous apporter, les patients que vous apportent, parce que c'est très gratifiant. Est-ce que le système, d'un point de vue fiscal et autres, est en train de vous bloquer? Et quand à un moment, vous perdez plus que ce que vous ne gagnez, vous vous posez des questions. Mais la question de l'argent reste centrale. C'est oui, mais humainement parlant, c'est pas pour l'argent que je fais ce métier, sinon j'aurais fait de la finance. Et en même temps, je ne peux pas me sentir écrasée par le poids de ce qu'on a mis aux soignants de toujours travailler et pas gagner leur vie. Et vous voyez, c'est un truc un peu bizarre. Oui, en même temps, je trouve qu'il y a un paradoxe avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que d'une certaine manière, il faut envisager la vie avec un peu plus de largeur, comme quelque chose, comme notre place dans le cosmos, etc. Si on prend un pas de côté, moi j'ai envie de vous dire, d'une certaine manière, ça tombait très bien parce que vous étiez arrivé aussi à ce stade de développement.
Et Mais donc, je pense que la vie est bien faite. Ouais, voilà, c'est ça. Et d'une certaine manière, moi j'ai l'impression que vous avez trouvé la matière qui répondait le plus pour vous, qui vous a permis de gérer vos propres traumatismes, de les dépasser, d'arriver à un stade de bien-être d'une certaine manière. En préparant, je me disais peut-être que la kiné, ça a été l'illusion qui vous a fait vivre. C'est-à-dire de réparer les autres, ce qui vous a passionné. Et maintenant que vous êtes passé à autre chose, et je vous ai demandé ça la dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai dit mais c'est quoi le prochain projet? Parce que j'ai l'impression que maintenant que vous êtes réparé, maintenant que vous avez dépassé ça, Maintenant, je vais vivre. déjà vous allez vivre, et puis aussi il y a peut-être un projet plus grand, quoi. Il y a peut-être autre chose maintenant qui vous attend. Je Mais sais pour pas. vous, pas pour se réparer. Je sais pas. Je sais pas. La santé est tellement difficile en France que même monter des projets pour améliorer le C'est peut-être pas la santé. Hein. C'est peut-être pas la santé, ça c'est sûr, mais j'ai toujours été très attachée à la santé, donc aujourd'hui, instant T, je penserai à la santé, mais peut-être que je ferai complètement autre chose. Mais d'emblée, il y a quelque chose qui m'intéresse dans l'humain. J'aime aider les gens, j'aime leur donner de l'information, j'aime peut-être la gratification qu'ils me donnent, j'aime ce toucher qui pour nous donne des sensations assez exceptionnelles. Comme j'ai au tir à l'arc d'ailleurs, c'est assez Alors ça bizarre. c'est rigolo, vous pouvez expliquer ça parce que du coup nous on n'a pas du tout. Voilà. Non, j'ai pas touché. Ça fait déjà deux Non, fois. non, D'accord. j'ai pas touché. C'est pas normal. Mais on le n'a corps, pas quand été de vous- l'autre côté. Non, mais nous, quand on touche un corps, c'est mou, c'est dur, c'est contracté, c'est bloqué, c'est dense. Il y a tellement de nuances dans la langue française. Et ben, tout ça, c'est un jeu de textures. Comme un cuisinier, il va avoir des textures. Et ça, c'est très drôle. Ouais, c'est comme alors, c'est marrant, en préparant, c'est exactement ce que je me disais. Votre matière, ça a été le corps, Ouais. comme ça pourrait l'être pour un peintre. Et c'est ça Exactement. qui est important, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que pour tous les gens qui vont nous écouter, ce qui est important, à mon avis, dans la vie, c'est de trouver la matière qui répond pour nous. Et parce qu'en la travaillant avec nos faiblesses, avec nos forces, avec nos fêlures, avec notre vécu, on va tomber sur nous-mêmes, en fait. Parce que du coup, là, c'est là où vous en êtes. Maintenant, vous vous êtes trouvé vous-même, vous êtes réparé. Et donc là, vous vous êtes autorisé à vivre. Parce qu'il y a un déclic aussi, quand même, de moments où on Oui. s'autorise à vivre. Il y a un déclic. Mais moi, le déclic, si je le dis, c'est moche. J'ai eu des courriers de la Sécu comme quoi, à 30 € la consultation de kiné, j'étais trop chère et que je risquais d'être radiée. Voilà, il fallait que je descende à 16,13 €. Non, mais c'est violent. C'est violent et vous réfléchissez et vous vous dites pourquoi je fais de la santé. C'est pour ça que je vous dis que j'ai quitté mon statut de kiné. Peut-être ça arrivait à un moment, mais ça a été violent. Je ne pensais pas quitter la kiné comme ça. Je ne pensais pas que ça serait parce que la Sécu me menace de me déconventionner et que mes patients seraient plus remboursés. Donc autant faire que de l'ostéo. Alors peut-être que ça arrive au bon moment, mais dans la vie donne des solutions au bon moment. Mais c'est quand même flippant. Ouais, mais c'est aussi la façon dont vous l'interprétez. C'est-à-dire, on pourrait aussi l'interpréter comme... dans une première phase, on pourrait l'interpréter comme le sort s'acharne. Vous voyez, parce que c'est Je un l'ai- élément, alors, c'est un élément oui. extérieur, vous ne l'avez pas interprété comme ça. Alors si, mais j'ai eu des dégâts des os dans ma salle de gym à répétition et faisant, ça faisait un peu beaucoup et je me suis dit c'est plutôt autre chose maintenant. Faut arrêter de se dire que le sort s'acharne, il va falloir en voir autrement. Si ça va pas d'un côté, si à droite ça va pas, on va à gauche, on va arrêter de forcer. Donc à un moment je me suis dit prends de la hauteur, prends du recul et vois autrement. Effectivement, il m'aura fallu plusieurs trucs pour me dire mais fondamentalement la personne passionnée que je suis après une gifle. En fait, mon diplôme d'ostéo, j'en voulais pas. Moi, jusqu'à la veille de mon diplôme, je voulais pas être ostéo, je voulais m'amuser dans mes études. Donc, je m'attendais pas à devenir ostéo, je m'attendais pas à changer. Après, en ostéo, j'ai autre chose. Il y a quelque chose de très performant techniquement qui me donne des sensations assez exceptionnelles. Sans être dans... Un ouvrier, il porte du parpaing, c'est grossier. Là, ça demande une telle finesse techniquement parlant qu'il y a une satisfaction et vous savez quand est-ce que ça va passer ou pas techniquement. Qu'on parle d'un trust ou qu'on parle de fascia, de crânien, vous savez. Et il y a une sorte de jouissance intérieure de réussite technique. Ouais, comme un artiste, de réussir un joli geste parfait, Ouais. fluide, Oui, qu'on a mais répété. et qui est adapté à chaque patient. Je ne peux pas, même si toutes les techniques se ressemblent, à chaque patient, j'adapte la sensibilité, la technique. Et là, on se rapproche de quelque chose qui est performant comme le sportif de haut niveau, qui doit adapter en permanence. Et ça, c'est quelque chose agréable en sensation. Donc on rentre toujours dans les sensations. Ouais, qui doit pas être loin d'un truc d'apaisement aussi. Ah bah Parce ça que- m'apaise complètement, mon métier m'apaise. Je suis hyper zen dans mon métier, je suis hyper bien, je coupe mon cerveau. Il y a quelque chose d'hyper agréable, j'oublie la société, j'oublie le monde.
On est envieux quand on entend ça. On passe aux petites questions de la fin. Alors, le mot que vous préférez, Élise? Harmonie, Pas mal. C'est pas mal, ça. Le mot que vous détestez? souffrance, Le bruit que vous préférez? l'eau, le bruit de l'eau, sous toutes ses formes. C'est-à-dire la rivière qui coule, La le rivière qui torrent, coule, le torrent, barrage. la pluie sur le zinc, tout, l'eau. C'est un bruit que... Je suis dégoûté de ne pas connaître la signification de l'eau et de l'élément de l'eau, mais je suis sûr qu'il y avait un parallèle magnifique. La qualité que vous préférez chez les autres? L'humanité, le cœur des gens. Donc, j'entends l'humanité dans le cœur Les des gens gens. qui pensent avec leur cœur ou qui agissent avec leur cœur? Bah, quand mes patients arrivent, c'est tous 99% du temps, c'est le cœur qui parle. Et ça, c'est magique pour nous. C'est pas le cerveau parle pour donner des mots, mais j'ai des gens qui sont là avec le cœur, qui parlent avec le cœur, sans pour autant me confier des choses. C'est la vibration à la vie avec le cœur et pas avec la tête. Ouais, ça, c'est une chance des soignants ou des accompagnants, c'est que vous avez des discussions qui effectivement sortent un petit peu des débats stériles ou qui nous agacent tous. Et puis Il y a des vrais c'est liens sincère. avec- Il y a c'est une ça, sincérité ouais, de y a quoi rien. qu'on parle, même si on parle du soleil ou des nuages. Il y a une sincérité, une authenticité de l'humain. Et c'est là où je parle de l'humanité. L'authenticité. Ok, l'authenticité, je prends. Une personne qui mériterait d'être admirée, à votre avis, dans notre époque et qui n'est pas assez valorisée, selon vous? Merde, alors là, je sais pas. Il n'y a personne que vous admirez, que vous dites quand même, on n'en parle pas assez. Non, parce que je mets l'humain. Alors, c'est très puéril ce que je vais dire, ou je sais pas. Mais comme je trouve que toutes les personnes que je rencontre ont quelque chose d'authentique et de valorisant, et je me dis chaque individu devrait avoir sa place et exister sans pour autant qu'il y en ait un au-dessus de l'autre. Ouais, alors je suis d'accord avec vous, mais c'est pas admirer, c'est pas au-dessus de l'autre. C'est justement, effectivement, moi je souscris complètement à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire chez chacun, il y a un truc à admirer. Oui, mais en fait, ça répond aussi au fait que moi, quand j'étais ado, j'avais pas de poster, j'étais fan de personne. Ah, mais justement, c'est une grosse différence. Il y a l'admiration et la posture de fan, c'est une posture d'adoration. Bien sûr, c'est Et mauvais. Et oui, c'est un peu comme en couple ou en amitié, on commence à aimer quand on aime aussi les défauts de l'autre. Tant qu'on n'aime pas les défauts, on est effectivement dans l'adoration, ce qui est un sentiment qui est un peu faux, d'une certaine manière. Oui, mais du coup, mettre une personne en avant, aujourd'hui, instant T dans notre société, je vois pas. Ok. Je mettrais tout le monde en avant. Ouais. Mais tout le monde, de la manière dont je les vois dans mon cabinet. Hein. Pas tout le monde à la manière dont ils sont sur Instagram et les réseaux sociaux. Quand ils sont sincères. Ben oui, dans mon cabinet, parce que moi aussi, ils sont sur Insta, c'est plus les mêmes personnes que j'ai. Et alors, qui est-ce que vous voudriez qui vous succède? Mais je succède où? Je suis jeune? Non, qui vous succède ici. Ici où? Dans le podcast. Qui est-ce que vous voudriez? Est-ce qu'il y a une personne dont le parcours vous intéresse, je reformule, et dont vous seriez intéressé de connaître le parcours Ah non, moi je veux la surprise. Ce que j'aime, c'est les surprises. J'aime me faire surprendre par la vie, donc découvrir et pas... découvrir, comme quand on allume la radio et qu'on entend quelqu'un ou une musique et on ne sait pas. Et c'est cette découverte qui est intéressante pour moi. Ok, super, merci beaucoup. Dernière question, j'ai promis de la poser. Pourquoi le travail sur la mâchoire? Pourquoi vous appuyez à l'intérieur de la mâchoire alors que ça fait hyper mal, on veut savoir? Alors la mâchoire c'est très émotionnel. Donc pour 99%, il y a beaucoup de choses qui sont concentrées dans les mâchoires. Deuxièmement, parce que posturellement, ça descend jusqu'aux pieds, les chaînes de la mâchoire, et qu'on peut avoir un équilibre antéro-postérieur qui est très déséquilibré à cause de ça. Les muscles de la mâchoire sont très puissants, c'est des chaînes de puissance, donc dès que vous faites un sport un peu puissant, vous appuyez sur vos mâchoires, parce que le capteur dentaire est quelque chose de... La langue ressent à moindre minima le déséquilibre dans votre bouche. C'est pour ça que quand vous allez chez le dentiste, que vous avez un implant, il y a quelque chose, vous le sentez tout de suite et vous êtes mal. Donc la sphère ORL, la mâchoire a cette importance pour moi qui est à plein de niveaux. Donc si j'essaie de résumer pour les nuls en anatomie comme la plupart d'entre nous, si on force au sport, ou en tout cas aussi un déséquilibre dans la marche, ça peut avoir des conséquences sur la mâchoire et vice versa. Si la mâchoire est déséquilibrée, on va avoir du mal, j'imagine, à marcher ou des choses comme ça, et donc c'est pour ça qu'il faut rééquilibrer. Ouais.
Ok, super. Ça va très très loin les mâchoires. Et ça a mis des années la mâchoire. Maintenant les dentistes en voient, les orthodontistes en voient. Je crois que c'est un dentiste, Monsieur Clausade, qui a été un des premiers à accepter l'idée qu'en ostéopathie et qu'il y avait un rapport entre les pieds, les dents, la posture. Et il traite les dents selon si la priorité va être de mettre des semelles ou de faire autre chose. Et après il traitera les dents ou inversement. Ça commencera par ça. Et c'est un des rares au niveau buccal qui a accepté que les dents n'étaient pas juste des dents, que les dents n'étaient pas juste là que pour mâcher, que quand on avait des tensions dentaires, on pouvait avoir des irradiations jusque dans les yeux et jusque dans les cervicales, et de l'importance de la dent, de la bouche dans la place du corps. Et pour nous, ça a été une grande avancée en ostéopathie, même en kiné, parce qu'on s'en sert aussi en kiné. Pour les posturaux, pour les podologues, c'est très important la mâchoire. Et l'impact de la mâchoire, au-delà de... Vous avez le temporal, l'os de l'oreille. Devant, vous avez la pommette, qui est le malaire. Le malaire est la clé de la face, tous les os de la face. Et vous avez le maxillaire, la mandibule. Et derrière, vous avez le temporal et l'occiput. Et vous avez des clés sur ces os-là pour faire bouger ce qui se passe devant, donc qui va avoir un impact sur vos yeux, la tension dans l'œil, sur les congestions nasales, sur les sinusites, sur l'action sur les nuques, donc sur les bras, et derrière avec l'occiput, la vascularisation, beaucoup de choses. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez clé dans le corps qu'on n'imagine pas. Donc on souffre, mais ça a une c'est pour des bonnes raisons. On est content de le savoir maintenant. Ouais. Merci beaucoup Élise. Pas de rien. À très vite. On est bien là, il y a un petit courant d'air. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des choses et peut-être même pris conscience d'autres choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas, partagez ce podcast avec vos proches, et si vous voulez me suggérer des invités ou des thèmes d'entretien, sur ce sujet je suis particulièrement à l'écoute. Et si vous avez des remarques ou des commentaires, vous trouverez les coordonnées du podcast et les miennes dans la page de description de l'épisode. À bientôt pour justement le prochain épisode. Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration.